Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler intra, cette fois-ci non pas chinois mais bien français, et on va parler des Airsonic Blade. Donc ce sont les nouveaux intras de la part de la firme française et des intras qui sont les premiers hybrides de la marque. Donc c'est une chose un petit peu nouveau pour eux à découvrir et à s'y mettre tout simplement parce que ça devient aujourd'hui une norme. Et donc j'ai la chance de pouvoir les tester. Ils sont vendus 550 €. Donc, sachant que c'est d'une nouvelle gamme, donc on a la version Blade, donc la moins chère, la plus abordable, entre guillemets, et l'autre, vous avez les Stark qui sont, eux, vendus à 1500 €. Donc, on est sur deux gammes de prix très différentes. Que vaut réellement, donc, surtout face, pour moi, à la Chifi, que vaut réellement, donc, ces Airsonic Blade? Eh bien, on voit ça tout de suite. Parlons un peu design, et donc, pour ces Airsonic Blade, eh bien, clairement, ce sont déjà les intras les plus lourds que j'ai eu à l'heure actuelle dans mes mains. Est-ce que c'est très grave? Non, clairement, en fait, quand on va les sentir dans la main, clairement, ils vont faire lourd, ils vont faire très très lourd, j'ai pas le poids exact d'ailleurs, mais ils vont faire très lourd, mais en soi, c'est pas très très grave. On est sur un confort qui fait qu'on les oublie très très vite là-dessus, d'ailleurs, ça se ressent pas du tout dans l'oreille. Donc c'est une chose qui, pour le coup, est bien conçue, malgré ce côté extrêmement lourd. Ça permet de donner quelque chose qui donne du poids, qui donne un peu cette impression d'avoir quelque chose qui, qui fait premium tout simplement, et donc c'est plutôt bien réussi de ce point de vue-là. On a un design qui, pour le coup, change un petit peu de tout ce que j'ai aujourd'hui, puisqu'on se retrouve avec un design qui, on a ce côté, la marque tout simplement, ES, Airsonics, avec ce rond, là où il doit y avoir le driver dynamique. Vous avez vraiment ce design, je ne saurais pas trop le décrire, avec un petit évent derrière qui est pour le coup assez à part, puisqu'il est derrière avec une espèce comme une espèce de toute petite grille. Bon, c'est très simple grille pour le coup, mais ça fait un peu cet effet-là, ce qui fait que ça lui donne un petit design, un petit truc en plus. Vous avez, et ce qui est le plus dommage en fait, surtout des vis qui sont apparentes. Alors, le fait que ce soit apparent, c'est pas très très grave en fait. C'est surtout le souci étant que on est sur quelque chose qui n'est pas présenté de façon design. Le côté design, par exemple, on le retrouve avec les intras type Andromeda de Campfire, ou par exemple ici sur les PHB EM 023, on a une façon de faire pour mettre les vis qui fait que ça s'intègre au design, ça fait partie du design et ça donne un petit cachet, ça donne un petit truc supplémentaire. Alors qu'ici on sent réellement que ce sont des vis qui, il fallait les mettre quelque part, donc on les a mis là. Donc elles sont plus discrètes puisqu'elles sont pas en façade, mais par contre dans le design en lui-même, quand on est aujourd'hui à 500 € et plus aussi sur la version Stark, on est sur quelque chose qui, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement les démonter, donc ça c'est une bonne chose, mais qui ne s'intègre pas de façon design. Et c'est un peu dommage de ne pas en avoir fait quelque chose de design, de ne pas les avoir intégrés de façon à ce que ça fasse partie du design. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, après ça reste des petites choses, des petites conceptions de design. Ici, après, ce qui est bien, c'est que la façade reste en soi assez sobre. On a, et ce qui est plutôt bien, un côté 2 pins qui est présent, donc que j'apprécie particulièrement par rapport au MMCX. Alors il y a pas mal de petites choses, j'ai appris d'ailleurs via eux quelle était la différence pour le 2 pins MMCX. En soi, pour nous, simple écouteur de musique, j'ai envie de dire, un simple audiophile, ça n'a pas trop d'impact. Par contre, pour les musiciens, ça a beaucoup plus d'impact. Bref. Voilà, petit passage. Ce qui est, entre guillemets, encore une fois, un petit peu dommage dans l'intégration, c'est que sans le câble, certes, on n'écoute pas sans le câble, mais juste sans le câble, on a le côté de pin. Alors peut-être que c'est le côté prototype, mais on a le côté de pin qui est un peu enfoncé par rapport au reste du design. Il n'est pas à la même hauteur. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que pour certains intras chinois, ce que j'apprécie, notamment par exemple TRN qui fait ça, c'est qu'on a vraiment ce type où on va avoir ce côté où le 2 pins va vraiment être au même niveau que le reste du design. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui en soi est entre guillemets plus présentable et mieux premium. Là ça fait un peu plus, en fait l'ensemble du design fait un petit peu plus artisanal, surtout que là on a le côté proto, donc on a quelque chose qui est pas super bien ajusté, mais ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu moins précis, donc c'est pas très grave en soi. Que dire de plus ensuite? Sinon ils sont énormes. On a une canule qui elle par contre est toute fine et assez longue, donc c'est une bonne chose, avec des embouts qui sont lisses et qui sont vraiment agréables.
Pour parler un petit peu de la partie hop ici du port, alors d'une part déjà, ils tiennent très bien dans l'oreille, c'est une excellente chose, et comme je le disais, on ne sent pas du tout le côté très lourd dans l'oreille, donc ça peut en rassurer certains, si certains d'ailleurs l'ont testé au Audio Vidéo Show au salon. C'est une excellente chose parce que clairement c'est la peur que j'avais, et le design fait un petit peu comme, on va dire, intra et semi-intra. C'est-à-dire qu'on a le côté intra pour le fait de le mettre bien dans l'oreille, et le côté semi-intra sur le fait qu'en fait tout l'intra repose un peu sur l'oreille, ce qui donne pas cette sensation de lourdeur. Et donc on a quelque chose qui s'équilibre bien, qui tient bien dans l'oreille, et qui va pas donner une sensation ni d'être trop profond, ni d'être trop lourd. Donc une bonne chose de ce point de vue-là. Pour la partie qualité sonore, donc comme je l'ai dit, ce sont les premiers hybrides de la marque et on le sent un petit peu. On va en parler rapidement, je vous propose de regarder la courbe de chez Onmag, qui a été fait par Guillaume, Audio du Village, qui pour le coup, ça m'aide beaucoup, et ce qui fait qu'on est sur, alors ce qu'appelle Guillaume, c'est une signature en V resserrée, et c'est très très particulier comme signature. Pour moi, ce que je ressens, et surtout quand je compare, alors j'ai comparé notamment au Yinyu Topaz, alors c'est clairement pas la même gamme de prix, hein. Là on est à une centaine d'euros. J'ai comparé aussi avec l'autre triple driver que j'apprécie particulièrement et qui fait partie de ce que j'ai de plus cher dans ce que j'ai de personnel. Ce sont les UFO-Heur, UFO 112. J'ai comparé aussi rapidement avec les Audiosets, mais étant très très différents, c'est un peu moins utile de les comparer. Ici, ce qui est très intéressant, c'est surtout le côté hybride, le côté multi-driver. Et donc, on est sur une signature, déjà, quand on voit la courbe, qui est très très particulière et qui est un peu étrange pour certains. Ce que je remarque, pour donner un peu mon impression, c'est clairement, on a une basse qui fait un peu comme ceci, puis après des médiums qui vont être comme cela et comme très très présentes. Et en fait, on a un côté où, par exemple, là où je préfère un petit peu plus, par exemple, les Yinyu Topaz, on a quelque chose qui est un peu incohérent. On a clairement une signature qui est très fun, en gros, dans l'idée, c'est un peu ça, mais un peu bizarre, très très bizarre, dans l'approche, en tout cas, visuelle. Ce qui est très très bien, c'est que donc on est sur une signature fun, et c'est ce que voulait la marque, une signature fun pour le côté un petit peu plus nomade, un petit peu plus fun, et le côté quand même hi-fi qui est présent, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une basse qui est très ronde, qui va beaucoup plus aller dans l'infrabasse, dans la sous-basse, et qui va avoir une basse, elle, une basse haute, entre guillemets, une basse basse, qui va être plus discrète et qui va manquer un peu d'énergie, ce qui fait qu'on a quelque chose de très rond, mais qui donne un côté un peu mou. Typiquement, par exemple, les contrebasses, si je pense à sur du Apocalyptica, les contrebasses vont beaucoup plus avoir ce côté vibrant que le côté sonore. Ce côté trop rond, en fait, et ce qui fait que ça bouffe un peu le côté sonore, le côté... En fait, on n'entend pas vraiment ce côté crissement, en fait, entre le... J'ai plus les noms des instruments, mais vous me comprenez. Et ce qui fait qu'on entend juste du... mais on n'entend pas le son de l'instrument réellement. Ce qui est un peu dommage, donc sur du classique, c'est un peu moins bien. Et de l'autre, on va avoir des voix qui vont ressortir très nettement. On va avoir notamment les voix, les hauts médiums, qui vont ressortir encore plus, sans que ce soit désagréable, sans que ce soit artificiel ou métallique, mais on sent clairement qu'elles ressortent beaucoup, et avec des aigus qui restent aussi encore bien présents. Et ce qui fait que ça donne un côté un petit peu particulier à ce son, ce qui fait que c'est excellent sur du métal, c'est très punch, c'est très énergique, c'est très vif, c'est très fun, c'est très détaillé, on a des voix qui ressortent très bien avec un côté basse et batterie qui va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de rondeur encore une fois, et ce qui fait que ça fait un ensemble qui est très très bien. Mais selon les morceaux, on va sentir qu'on est on a l'impression qu'on est sur deux gammes différentes en fait. On a l'impression qu'on joue sur deux choses différentes et que le driver a parfois du mal à travailler correctement de concert avec les armatures équilibrées. Et ce qui fait que ça donne parfois cette impression où on a toute la partie basse qui est un peu trop molle, qui manque de présence et d'énergie, qui manque de clarté, tout en ayant de l'autre côté des médiums et des aigus qui eux sont beaucoup trop présents en comparaison, qui sont super bien côté technique, scène, etc., qui sont excellents, mais on a l'impression qu'on a cette différence qui est vraiment très importante, et ce qui fait que ça donne un réglage parfois un peu étrange. Donc selon les morceaux ou selon les styles, ça pourra moins bien passer. Après, globalement, on s'amuse bien avec. Hein. Ça fait juste un peu bizarre sur certains morceaux, mais quand on cherche du fun, donc du métal, du rap, de l'électro, ce qui est principalement j'ai écouté, ça passe extrêmement bien, mais il y a quand même certains morceaux où, quand on a l'habitude d'écouter avec des woofers qui sont beaucoup plus équilibrés, qui sont beaucoup plus cohérents, ou les Yinyu Topaz qui ont un côté plus sombre, mais pareil, qui s'accompagnent mieux avec le côté moins technique du driver,
bah, le truc c'est que ça passe mieux, on a quelque chose qui est plus cohérent et on a un ensemble qui fait plus joli, en fait, sur toutes les fréquences. Alors qu'ici, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui n'est pas au même niveau. J'ai l'impression, en fait, d'avoir des médiums et des EQ qui sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus techniques, avec un driver qui, lui, peine beaucoup plus et qui, bah, en plus de ça, manque de clarté, qui va être beaucoup plus dans la basse, qui va beaucoup plus gronder plus qu'il va s'exprimer. C'est assez étrange, mais c'est comme ça que je le ressens, et ce qui fait que c'est un peu dommage là-dessus. Ce qui fait que, bah, justement, si je compare aux UFO-Heur, les UFO-Heur, je trouve qu'il y a une scène qui est beaucoup plus large, et en fait, la séparation des instruments est meilleure, on a quelque chose qui est beaucoup plus marqué. Donc après, c'est un choix qui est différent. En soi, les Airsonic sont, eux, très précis. On a une séparation des instruments qui est très bonne, on a une très bonne profondeur, et on a quelque chose qui est joli, mais on a plus quelque chose qui va donner quelque chose qui est comme ça, là où les UFO vont avoir plus quelque chose de comme ça. Donc c'est une approche un peu différente, dans les deux cas c'est très bien, et on a bien cette séparation, cette gestion de profondeur de scène qui est très très bonne. On a une isolation pour terminer qui est, elle, plutôt bonne, mais avec les vents qui est assez ouvert, on a quelque chose qui va laisser passer un petit peu quand même d'informations extérieures. Un petit peu comme les UFO-Heur, en fait, on est à peu près sur le même niveau. Donc c'est plutôt bon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. En soi, je préfère quand même mes UFO-Heur, UFO 112, parce qu'ils ont quelque chose qui est globalement plus cohérent, on sent que ça travaille mieux ensemble, on sent qu'on est sur à peu près le même niveau, on a quelque chose qui est un peu plus équilibré en termes de signature, tout en ayant pas le même niveau de technicité quand même pas, pour pas entre guillemets abuser, mais on a quelque chose qui est presque similaire, avec quelque chose qui est plus agréable, qui est beaucoup plus reposant surtout, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus agressif aussi avec l'Airsonic, et c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'on pourra faire des sessions très longues sur les UFO-Heur, mais beaucoup moins sur les Airsonic, et c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable pour moi d'écouter sur les UFO-Heur, avec quelque chose de plus marqué, et quelque chose qui pour le coup est plus équilibré, et plus doux en fait globalement, ça agresse pas l'oreille. Donc c'est aussi quelque chose. Je trouve aussi que la basse est plus profonde, elle va un peu plus loin que celui du driver des Airsonics, donc ce qui fait que pour quelque chose qui va très bas, les UFO-Heur sont un peu mieux de ce point de vue-là. Les Yin Topaz, pour terminer, on est sur quelque chose qui, du côté des Yin, alors est clairement beaucoup moins technique, et on a quelque chose qui va être pareil sur une signature en V beaucoup plus léger, beaucoup plus dans le côté équilibré, mais beaucoup plus sombre aussi. C'est-à-dire que le côté moins technique du driver des Yin est bien accompagné par des drivers équilibrés qui vont beaucoup moins ressortir. Et donc on va avoir quelque chose qui va être globalement plus sombre et un petit peu moins, forcément moins détaillé, mais globalement ça va mieux marcher ensemble, et ce qui fait que c'est beaucoup plus fun, et pareil c'est beaucoup plus reposant. Donc on a quelque chose qui va être un peu pareil, avec des basses qui vont permettre de bien s'exprimer aussi, et des aigus qui ressortent très légèrement, mais vraiment très légèrement, pour pas que justement que ça fasse un décalage trop bizarre pour le coup, et ce qui fait que c'est assez bien réglé de ce point de vue-là. Par contre, on n'a clairement pas le même niveau en termes de technique, de séparation des instruments, etc. On n'est clairement pas du tout sur le même niveau. Donc ce qui fait que, on va en parler dans la conclusion, mais face à mes comparaisons, c'est à la fois très réussi, et il y a encore des défauts de jeunesse. Alors donc, que penser donc de ces Airsonic Blades? Alors, je suis assez content parce que ça reste pour moi assez rare de pouvoir tester des produits un peu plus occidentaux. J'avais testé les RHA et plus récemment les Cowan. Alors on est sur quelque chose de très différent dans les deux cas, pas du tout la même approche. Les RHA, c'est trop loin pour moi, donc c'est difficile aussi d'en parler, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon comparatif. Mais de ce que je ressens en tout cas par rapport à ce que j'ai actuellement en termes d'intra, je trouve que la signature est un peu étrange. Elle est très réussie, surtout si vous écoutez du métal. Je trouve que ça marche très très bien. Si vous écoutez du métal et que vous voulez quelque chose qui soit vraiment fun, avec quelque chose de très rond au niveau de la basse et des voix qui ressortent très bien, très très détaillées, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment très très bien. Ce sera pas ultra polyvalent parce qu'on va vraiment rester sur des styles fun. Ce sera un peu moins polyvalent que ce que proposait Audio du Village face au FIO M7 ou les UFO-Heur. Là où sur du classique par exemple, il y a des choses qui vont pas du tout passer, et ce qui fait que ça va être trop rond dans le côté basse pour avoir quelque chose qui permette de vraiment apprécier un morceau tel qu'il devrait être. Là ça va pas le faire en fait. Le côté driver en fait, le réglage du driver dynamique
fait que pour du classique, etc., ça passe pas en fait. Ça manque de clarté, c'est peut-être le plus gros problème. Ça manque d'un petit rehaussement dans cette partie-là pour avoir quelque chose qui donne de la clarté, donne de la finesse à toute cette basse, et c'est trop rond, ça roule trop, ça a trop de sous-basse, et ça a un côté trop mou en fait. Et c'est ça qui est un peu étrange, et ce qui fait que globalement ça marche bien, mais comme je disais, sur certains morceaux, surtout quand vous êtes habitué à des signatures entre guillemets plus cohérentes, on va se dire, il y a quand même quelque chose d'étrange, il y a quelque chose qui manque. Et de l'autre, qui a un côté trop technique, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, entre guillemets. Donc après, il faudrait voir face au Stark, en fait, quelle est la différence. Mais c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, parce que, en soi, c'est pour une première plutôt bien. Pour 550 €, je sais pas ce qu'il y a comme concurrence occidentale. Après, techniquement, ils sont vraiment très très bons, et ça, clairement, on peut l'apprécier là-dessus. Mais en termes de cohérence, ça passe moins. C'est vraiment là-dessus. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça qui pêche un peu. Donc à voir pour les prochains modèles ce qu'ils proposent, et à voir pour ce qu'ils vont pouvoir faire par rapport au driver dynamique pour mieux avoir quelque chose de plus cohérent en termes de signature avec les drivers équilibrés qui maîtrisent parfaitement. Ça se ressent, ça s'entend, et on sent vraiment cette envie de donner quelque chose de fun, quelque chose de très vite appréciable, quelque chose qui est un peu plus grand public à ces intras, et c'est très réussi. C'est vraiment très très réussi de ce point de vue-là, parce que oui, sur du métal, c'est ultra fun. Mais voilà, il y a encore quelques réglages à faire, il y a encore de la maîtrise à faire dessus, et aussi des retours divers et variés qui arriveront dans les tests. Mais ce qui fait que c'est un peu particulier. C'est pas forcément tout le monde qui appréciera, je pense. C'est quelque chose qui a écouté avant peut-être, même pour de la signature fun, mais c'est très efficace. Surtout quand vous cherchez à la fois le côté rond et le côté très détaillé. Vous avez un mélange des deux, ça peut en plaire à certains, et il y en a d'autres qui pourront être sentir un petit manque par rapport à ça. Dernière chose aussi, si comme je l'ai dit, ce sont des intras qui sont assez fatigants. Si vous voulez quelque chose qui soit reposant, malheureusement, il faudra aussi passer votre tour là-dessus, puisque malheureusement, les Earthonix Blade sont assez fatigants, et c'est un peu dommage de ce point de vue-là aussi. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions, comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, vous avez Utip et Tipeee en dessous. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler d'audio, de smartphone et un peu de jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd. Aïe.